Alors, on va aborder, je le redisais, on a abordé la question de la gouvernance en tout cas, elle a été abordée par Arnaud Desbordes juste avant, et on va la détailler un tout petit peu plus avec nos deux intervenants. Et je vous en prie, venez vous installer. Donc Pierre-François Guglielmi, Alliance Field CTO de Rubrik, et puis Simon de Carpentries, Enterprise Solution Sales chez NetApp. Messieurs, installez-vous. Voilà, nettoyez les micros. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Bonjour Pierre-François, bonjour. Bonjour Simon, bonjour. Alors, je le disais, on a vu juste avant que ce qui est intéressant dans l'exemple qui était donné, c'est que on a quelqu'un, on a une organisation qui, avant tout, avait envie de regagner déjà de la flexibilité en ramenant, en réduisant le nombre de clouds. Mais ce qui est aussi important, c'est que il y avait aussi cette question de données. On la verra avec vous, hein, comment gérer ces données plus efficacement. Alors, une première question pour vous, Simon. Quels sont les premiers challenges, vus de votre fenêtre, qu'une entreprise rencontre lorsqu'elle déploie un cloud hybride? On a vu avec différents intervenants que suivant l'angle qu'on adoptait, les challenges n'étaient pas les mêmes. Pour vous, quels sont-ils? Alors, les challenges, il y en a différents selon les cas d'usage. Évidemment, les cas d'usage sont multiples quand on adopte une posture cloud hybride. Il y a les cas d'usage qui sont plutôt orientés à infrastructure classique, c'est-à-dire que tous les problèmes d'infrastructure qu'on avait ou d'organisation d'infrastructure IT, eh bien, on va les retrouver exactement de la même façon dans le cloud. Donc, il va falloir apporter la gouvernance, de la sécurité des données, du transport de la donnée, etc. Et puis, il y a d'autres challenges qui interviennent lorsqu'on a une approche plutôt cloud native ou migration vers le cloud. On va avoir, par exemple, pour les applications, la nécessité de faire ce qu'on appelle du refactoring, c'est-à-dire de la réécriture d'applications, dans des environnements qui seront différents. On avait l'habitude, par exemple, on-prem, de virtualiser les serveurs. Là, on va avoir tendance à virtualiser les applications, à utiliser d'autres technologies de type conteneurisation, et des problématiques vont surgir à ce moment-là. Et l'intérêt, c'est finalement de mettre en place un des challenges, c'est la donnée elle-même. La donnée est énorme, on le voit de plus en plus. On gère de la donnée non structurée, de la donnée structurée. On a parlé de base de données tout à l'heure, mais il y a aussi tout, 80%, c'est de la donnée non structurée, c'est des fichiers, et on a besoin de déployer des workloads de type IA, de type big data sur ce type de fichiers. Et la donnée, c'est lourd, c'est ce qui est difficile à bouger et à gérer, alors qu'une ressource de calcul, finalement, c'est assez facile à aller chercher. Et cette donnée, un des véritables problèmes de la donnée, c'est déjà de pouvoir la transporter de façon optimisée. La deuxième problématique de la donnée, c'est de pouvoir la sécuriser dans tous les environnements et de trouver des moyens de gérer ces données de façon unifiée, quel que soit l'environnement qu'on aurait choisi ou qu'on serait amené à choisir à l'avenir. Donc la gestion de la donnée dans un environnement cloud hybride, à moins d'aller se former sur telle plateforme cloud, encore sur telle plateforme cloud et encore sur une autre, ça devient une véritable complexité pour l'entreprise. Simon, au sein de NetApp, il y a un thème qui vous est cher, hein, c'est celui de la data fabric. Vous allez expliquer d'abord de quoi il s'agit et en quoi est-ce que justement cette stratégie, cette vision peut être un atout pour les entreprises qui veulent gérer plus efficacement leurs données dans des environnements hybrides. Alors, la data fabric, c'est un concept. Ce n'est pas un produit en tant que tel chez NetApp. NetApp fournit ce qu'on appelle des cloud data services qui permettent à un client de construire une data fabric, en fait. Et la notion de data fabric, ça consiste à créer une couche d'abstraction entre les contraintes de l'infrastructure qui se trouvent en dessous et les applications qui vont se trouver dessus. Quelles que soient les applications, ça peut être des applications orientées IT, comme le backup, l'archivage, etc. Mais ça peut être des applications métiers, donc basées par exemple sur de la conteneurisation avec des problématiques plus spécifiques. Et en créant une couche d'abstraction entre le matériel, les contraintes d'infrastructure et les couches qui se trouvent au-dessus, eh bien, cette data fabric va permettre d'exposer
déjà des fonctionnalités de base, copie de données d'un endroit à l'autre, protection des données, sécurisation, et aussi d'exposer des API qui sont disponibles pour l'ensemble de notre écosystème. Et ces API, finalement, deviennent des API unifiées qui permettent de gérer la donnée, quelles que soient les couches sous-jacentes, et de permettre de la gérer de façon unifiée. Et ça, c'est le concept même de Data Fabric. Alors, NetApp s'est transformé depuis pas mal d'années. On était plutôt fournisseur de solutions d'infrastructure à l'origine. On a décidé de dissocier cette intelligence logicielle qui permet de gérer la donnée et la dissocier et la rendre disponible sous forme logicielle. Et à partir du moment où elle était disponible sous forme logicielle, on la retrouve sur toutes les marketplaces de tous les hyperscalers. On la retrouve même chez certains hyperscalers directement sur les portails de services des hyperscalers. Et à partir du moment où cette intelligence de la gestion de la donnée est disponible, eh bien on crée cette data fabric puisqu'on crée des endpoints qui permettent de gérer la donnée de la même façon dans tous ces environnements-là. L'idée, c'est de faire ce dont on a parlé à plusieurs reprises, c'est finalement de faire tomber ces silos et de gérer les données sans plus se soucier finalement de solutions supplémentaires, de plateformes de gestion supplémentaires. On a avec le Data Fabric quelque chose d'unifié et de global finalement. Oui. Je vais reprendre l'exemple de la conteneurisation parce que c'est assez probant. La conteneurisation, eh bien, vous avez un besoin de gestion de la donnée derrière. De plus en plus d'applications basées sur les conteneurs gèrent de la donnée persistante, ce qu'on appelle de la donnée persistante. Eh bien, on a des problématiques de sauvegarde, de migration. Comment on fait pour migrer une application d'une plateforme conteneurisée à une autre, d'un cloud à un autre, alors que c'est des plateformes différentes, même s'il y a un tronc commun, mais c'est des plateformes qui sont gérées de façon différente. Comment on le fait et on a des technologies qui permettent de le faire aisément. Donc faire bouger la donnée, pour nous, c'est clairement un des chevaux de bataille, mais aussi la protéger, la sécuriser, etc. On va en parler justement avec Pierre-François. Pourquoi est-ce que cette notion de Data Fabric est importante pour vous et pour un acteur comme Rubrik ? Alors, c'est vrai que pour nous, pour Rubrik, cette notion a beaucoup de sens. On partage un peu la même philosophie parce que dans ce qu'apporte la Data Fabric, comme l'a expliqué Simon, il y a cette liberté de choix. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des API unifiées, il y ait une approche de gestion un peu universelle finalement, quelle que soit la plateforme, pour permettre l'hybridation sans forcément apporter de la complexité. Nous, on se dit d'un point de vue protection et sécurisation de la donnée, que finalement, ça devrait être pareil. Les clients ne devraient pas, lorsqu'ils commencent à hybrider leur infrastructure, avoir à se préoccuper de savoir s'ils vont pouvoir protéger leurs données de la même manière, ou s'il faut faire complètement différemment, ou s'il faut qu'ils reforment leur personnel sur une nouvelle solution, qu'ils intègrent ça au workflow, qu'ils redocumentent tout. Donc, si on veut vraiment que cette liberté de choix, elle soit présente jusqu'au bout, c'est-à-dire, quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout de la chaîne de la donnée, c'est-à-dire jusqu'à sa protection, sa sécurisation, il faut aussi qu'on soit en mesure de fournir la même logique, la même approche, c'est-à-dire avoir une plateforme qui va permettre de couvrir les différents environnements, donc du data center par exemple au cloud public, mais vraiment de la même manière. Ce qu'on ne veut pas, c'est faire en sorte d'apporter des difficultés supplémentaires, qu'elles soient techniques ou financières d'ailleurs, à nos clients, parce que ils ont peut-être migré des applications ou des workloads dans le cloud, ou peut-être qu'ils ont refactoré justement, ou même déployé des nouvelles applications avec des nouvelles technologies dans le cloud public. Et donc tout ça, ça devrait vraiment être pareil en fait. On ne devrait pas avoir à se poser la question de dire voilà, c'est plus le même environnement, c'est plus la même façon de faire, comment je vais faire, comment je protège, comment je sécurise. Non, idéalement, il faudrait que ce soit la même chose. Et c'est ce qu'on propose. Et c'est en ça que c'est vrai, le concept de Data Fabric pour nous est important, parce qu'on se calque bien dessus, ça se marie bien ensemble, on a vraiment cette même philosophie, cette même approche pour encore une fois permettre à nos clients d'avoir cette liberté de choix qui est vraiment fondamentale. Comment est-ce qu'on protège ces données Là, vous l'avez mentionné à l'instant, Pierre-François. Comment est-ce qu'on protège aujourd'hui des données dans un environnement aussi éclaté, fragmenté que celui du cloud hybride? Alors, on a parlé tout à l'heure un tout petit peu de multi-cloud, mais je suppose qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font les deux, qui font du cloud hybride, public, privé, avec différents acteurs. Comment est-ce qu'on fait pour protéger des données
sachant qu'on a un bout sur du Azure, on va avoir un bout sur du Google, un bout sur du AWS. Comment est-ce qu'on fait pour garder un œil dessus? Et alors, on n'a pas les mêmes fuseaux horaires. Alors, il y a plein de questions. Comment est-ce qu'on protège les données dans un environnement, même si on a des outils comme les vôtres, comme ceux d'une partie des personnes présentes dans la salle? Comment est-ce qu'on fait pour que les données, malgré tout, restent bien celles de l'organisation et qu'elles restent bien sûr protégées? Alors, je pense qu'en fait, on va revenir à ce qu'on a dit précédemment sur l'approche unifiée, mais à mon avis, il y a un premier risque ou un premier danger qui est de se dire j'ai commencé mon hybridation, donc j'ai commencé à adopter des services cloud publics. Et puisque j'ai fait ça et puisque j'ai mis mes données dans le cloud, eh ben, c'est automatiquement protégé. Ce qui est malheureusement pas aussi simple que ça. Mais on voit encore un certain client qui ont cette idée reçue. On en a même, j'en ai entendu un il n'y a pas très longtemps dire au prix qu'on paye, j'espère bien que les données sont protégées. Ce que je peux comprendre. Néanmoins, c'est pas aussi simple que ça. Et le premier risque, c'est ça, c'est effectivement de supposer que parce que c'est dans le cloud et parce que les hyperscalers proposent effectivement des infrastructures qui sont extrêmement redondantes, résilientes, hautement disponibles, il y a plein de bonnes choses là-dedans, qu'il n'y a plus besoin de protection. Mais si on fait un pas en arrière et qu'on regarde un petit peu justement l'hybridation d'un peu plus haut, l'hybridation, ça veut dire qu'effectivement, j'ai des services, des applications dans le cloud, un petit peu, et j'ai toujours des choses sur site. Pour ce qui concerne ce qu'il y a sur site, certaines entreprises vont de plus en plus vers une approche cloud privée, c'est-à-dire essayer d'avoir les mêmes avantages, la même flexibilité, la même automatisation que ce qui est disponible dans un cloud public, en amenant une approche DevOps, notamment, faire des choses comme ça. Mais on est toujours sur site, on est toujours dans le data center. Et alors, je ne prétends pas avoir de certitude, mais quand même, je pense que dans un data center ou dans un cloud privé, il y a probablement très peu d'entreprises qui ne protègent pas leurs données. Alors pourquoi on ne protégerait pas les données si elles sont dans le cloud public? Finalement, c'est la même chose. Maintenant, il y a une autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Quand on consulte les hyperscalers, ils ont tous quelque chose, mais vraiment tous, qui est très bien documenté d'ailleurs, qui s'appelle le modèle de responsabilité partagée. C'est très intéressant, si vous ne connaissez pas ça, je vous invite vraiment à aller regarder ça. Et qui décrivent en fait les différentes couches qu'on peut avoir dans un cloud, dans un environnement cloud. On part de l'infrastructure et on remonte les couches jusqu'à la donnée. Et pour chacune des couches, l'hyperscaler définit où sont les responsabilités. Qui est responsable de quoi? Donc on s'aperçoit effectivement chez tout le monde que dans les couches basses de l'infrastructure, donc tout ce qui est matériel, réseau, stockage, etc., tout ça c'est la responsabilité de l'hyperscaler, ils font des choses très très bien d'ailleurs. Et quand on remonte dans les couches et qu'on arrive tout en haut à la couche de données, eh ben en fait c'est la responsabilité du client de protéger ses données. Donc faut pas perdre ça de vue. Alors après, une fois qu'on a ça en tête, qu'on sait ça, qu'on est conscient de tout ça, effectivement, comment on l'exécute? Et le comment on l'exécute, j'en reviens à ce qu'on a pu dire précédemment. On pourrait se dire, j'adopte un nouvel environnement et vraiment je l'embrasse et je vais m'intéresser aux solutions de protection, de sécurisation qui sont disponibles nativement, parce qu'il y en a aussi. Et parfois ça peut répondre d'ailleurs. En revanche, on va retomber dans cette problématique de la complexité si on part dans cette logique-ci, parce que c'est une autre solution, c'est une autre manière de faire, c'est une autre philosophie, c'est des solutions que le personnel en place ne connaît pas, il faut le former, il faut inscrire ça dans les process existants, et là du coup on retombe dans la complexité et dans des problématiques financières également. Et donc c'est vrai qu'ensemble, on essaie de fournir ce qu'il faut pour lutter contre ça et avoir cette vraie approche unifiée. De votre côté, Simon, comment NetApp regarde, observe cette question autour de la protection des données dans des environnements aussi éclatés? Je ne repose pas la même question, mais quelle est la vision d'un NetApp concernant ce sujet de protection des données dans du cloud hybride? Alors, en fait, on repose déjà sur un écosystème qui a cette expertise-là. Donc, je disais tout à l'heure qu'on exposait des API, un certain nombre de fonctionnalités de base au niveau du stockage, de la gestion des données, qui permettent par exemple d'assurer des fonctions de prévention, de détection et de rémédiation en matière de protection des données. C'est les trois grands piliers. On a parlé beaucoup de prévention tout à l'heure et de détection.
Là où on apporte beaucoup, c'est sur la partie rémédiation, dans la mesure où on est capable, avec nos couches logicielles, de prendre des instantanés très très régulièrement des données, des volumes de données, des instantanés qui permettent de faire des différences entre deux instantanés qui ont été pris à deux moments différents. Et comme on le fait très très régulièrement, par exemple dans le cas d'une attaque ransomware ou autre, on est capable de revenir à l'instant précédent, l'attaque. Et avec les mécanismes de détection, on sait quand a eu lieu l'attaque, ce qui permet de revenir à un instant juste avant l'attaque, et donc on est opérationnel extrêmement rapidement. Donc ça, c'est une façon de faire. Et c'est les fonctionnalités au niveau de la gestion des données, de notre couche d'intelligence logicielle qui permettent de faire ça. Et Rubrik, en l'occurrence, utilise ces fonctionnalités par appel d'API pour proposer un service supplémentaire qui est le catalogue des backups, etc., dans tous ces environnements-là, mais repose sur ces fonctionnalités. Et on gagne parfois des heures sur les process quand on s'appuie sur ce type de mécanisme. Deux approches, hein, vraiment un tandem, je dirais, vraiment très complémentaire. On arrive quasiment à la fin de cet entretien. Deux dernières questions pour Pierre-François, rapidement. Qu'est-ce qui vous différencie de vos autres camarades de jeu en matière de protection, alors de gestion, je dirais, de la donnée? Et j'aimerais qu'on termine également en disant un mot sur la gouvernance. Comment est-ce que vous aidez les entreprises à mieux savoir où vont leurs données, comment est-ce qu'elles les sauvegardent, comment est-ce qu'elles assurent leur sécurité, comment est-ce qu'elles assurent leur étanchéité, je dirais. Alors c'est intéressant parce que les deux questions sont liées pour le coup. Qu'est-ce qui nous différencie? Alors pour le coup, je vais faire le parallèle aussi un petit peu avec ce qu'a fait NetApp et ce qu'a fait NetApp ces dernières années. On a eu, nous, quand on a démarré dans la protection de données, on a eu cette volonté de se différencier en chamboulant un petit peu ce qui existait. C'est-à-dire que la sauvegarde, ça avait une réputation d'être vraiment compliqué, consommateur de temps, pas économique. Et on a voulu changer tout ça, et donc on a apporté, comme NetApp l'a fait sur l'infrastructure, de la modernisation et de la simplification. La simplification, ça reste quand même encore un maître mot. Surtout dans des contextes actuels. Quand je dis contexte actuel, c'est hybridation, mais c'est aussi contexte de crise sanitaire, de pandémie, qui a correspondu aussi avec une augmentation de la cybercriminalité. Et il y a, je pense, quelque chose qui est très très récurrent dans beaucoup de DSI, c'est le besoin de toujours faire plus avec moins. Donc la simplification, c'est essentiel. Donc nous, on s'est vraiment différencié par rapport à ça. Maintenant, il n'y a pas que ça. On a aussi mis, dès le départ, la sécurité au cœur de la plateforme. Et on se dit finalement qu'on a bien fait, compte tenu justement de ce qu'on vit depuis 1 an et demi maintenant, avec donc toute cette recrudescence des attaques ransomware notamment. Et on s'aperçoit aussi que finalement, il y a tout un tas de solutions, et c'est tant mieux, et je suis surtout pas en train de dire qu'il faut arrêter, bien au contraire, de prévention justement, détection d'intrusion, ce genre de choses, donc de la protection périmétrique, réseau, applicative. Mais malgré tout, il y a quand même des attaques qui arrivent à rentrer. Et ces attaques, quand elles arrivent à rentrer, elles ciblent quoi? Elles ciblent la donnée. Donc on a voulu venir mettre la sécurité au cœur de la donnée et faire en sorte qu'il y ait une solution qui soit un peu, comme vous l'avez dit, étanche face à ce type d'attaque-là, que les backups ne puissent pas être compromis, donc utilisables. Parce qu'on a des gens qui les ciblent, hein, précisément, ces backups. Très précisément, absolument. Mais ça ne suffit pas tout ça. Parce que on voit aussi que de plus en plus dans les cyberattaques, il y a aussi de l'exfiltration de données. Et pour en revenir à la question de la gouvernance, c'est là qu'il y a un lien fort, hein, pour le coup. On va nous aussi être en capacité d'accompagner nos clients et de les aider avec une solution unique et uniforme qui va non seulement leur permettre aussi donc de détecter des comportements anormaux et de donner la visibilité complète sur l'impact d'une attaque. Qu'est-ce qui a été touché précisément, de sorte à ce que la victime ait les bonnes informations et puisse prendre les bonnes décisions pour la récupération et donc gagner du temps. Mais au-delà de ça, puisque je pense qu'on le sait tous, quand une entreprise française est touchée, elle doit faire des rapports à l'ANSSI, à la CNIL, et on doit être en mesure aussi de savoir s'il y a eu des données qui ont fuité, quel type de données. Est-ce qu'on n'a pas des données clients, est-ce qu'on n'a pas des données de santé, des choses comme ça. Et pour le coup, on est aussi en capacité, toujours à partir des données de sauvegarde, hein, il n'y a rien de plus que ça, de savoir si dans ces données touchées et potentiellement exfiltrées, s'il n'y a pas des données confidentielles, sensibles, des informations d'identification personnelle, des données de santé, etc. Pour justement aider à faire cette gouvernance, cette classification, mais aussi ces rapports, le cas échéant.